un agent de la porte d'embarquement a déchiré le passeport d'une femme noire en deux, juste là à la porte d'embarquement, devant des passagers stupéfaits. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la femme en tenue de sport n'était pas une simple voyageuse. Elle était une enquêteuse fédérale avec le pouvoir de clouer des avions au sol et de lancer des audits à l'échelle nationale. Ce qui a commencé comme du racisme mesquin s'est transformé en un désastre mettant fin à une carrière, des accusations fédérales et l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'aviation. Voici l'histoire de la façon dont un moment d'arrogance a déclenché une tempête que personne n'avait vue venir. Ebony Reed ressentait la fatigue profonde et familière qui ne venait qu'après une opération à enjeu réussi. Pendant les 10 derniers jours, elle avait vécu dans une chambre d'hôtel stérile à Miami, dirigeant un audit sous couverture complexe des protocoles de sécurité de l'aéroport. Le projet, nommé Opération Cieux Sûr, était son idée, conçue pour tester de manière intensive la sécurité de l'aviation nationale de l'intérieur. C'était un travail éprouvant et ingrat qui impliquait une observation minutieuse, une ignorance feinte et d'innombrables rapports rédigés en pleine nuit. Maintenant, tout ce qui se dressait entre elle et son propre lit à Washington DC était un vol de 2 heures. Elle s'était intentionnellement habillée simplement pour le voyage de retour, un simple jogging gris, un sweatshirt bien usé de l'université Howard et des baskets. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon serré et net. Après une semaine à jouer différents rôles, la touriste affolée, la voyageuse d'affaires exigeante, le passager nerveux pour la première fois, elle voulait simplement être invisible. Son billet en première classe, un petit mais nécessaire avantage après l'intensité de la mission, était sa récompense silencieuse. Il promettait un siège plus large, un peu de paix et l'espace mental pour décompresser. L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta était, comme toujours, une symphonie de chaos contrôlé. Le grondement sourd des valises roulantes, la chime lointaine des annonces d'embarquement et le murmure de 1000 conversations différentes se mélangeaient en un bourdonnement unique. Ebony naviguait dans la rivière d'humanité avec l'aisance pratiquée d'une voyageuse expérimentée, son sac à dos en bandoulière contenant seulement un ordinateur portable, un roman et un épais dossier de résultats préliminaires qui allait bientôt secouer le monde de l'aviation. Elle arriva à la porte B-32, où le vol 1142 d'Ascent Air à destination de Reagan National devait commencer l'embarquement dans 20 minutes. La zone de la porte était déjà bondée, une mosaïque de visages, une famille luttant avec 3 enfants surexcités, une faille d'hommes d'affaires en costume marine identique, un couple âgé partageant un sac de bretzel. Et puis il y avait l'agent de la porte, son badge indiquait Brenda dans une police d'entreprise nette. Brenda était une femme dans la quarantaine avancée, avec une coiffure blonde en casque qui semblait aussi solide qu'un rocher et une bouche fine et tournée vers le bas qui semblait perpétuellement verrouillée dans un état de désapprobation. Elle se déplaçait avec un air d'importance théâtrale, ses doigts tapant sur son clavier avec une force inutile, sa voix aiguë et condescendante lorsqu'elle répondait à une question d'un passager. Ebony l'observa un moment, l'enquêteuse en elle incapable de s'éteindre complètement. Elle observa les interactions de Brenda. Une famille blanche souriante et aux joues rosées s'approcha avec une question sur leurs attributions de siège. Brenda était un phare de douceur sucrée, appelant les enfants « chéris » et assurant aux parents que tout était parfait. Un homme indien âgé suivit, demandant doucement si le vol était à l'heure. Brenda ne leva pas les yeux de son écran, répondant sèchement « Il embarquera quand il embarquera ». Écoutez l'annonce. Ebony ressentit une douleur familière hélas. C'était un cas d'école de ce qu'elle appelait le biais d'autorité, lorsqu'une personne en uniforme, quel qu'il soit, utilise son infime quantité de pouvoir pour créer une hiérarchie basée sur ses propres préjugés. C'était l'un des nombreux facteurs humains qui pouvaient compromettre la sécurité, une petite fissure dans le système qui pouvait être exploitée. Enfin, l'annonce pour le pré-embarquement retentit, nous invitons maintenant nos passagers de première classe à commencer l'embarquement. Veuillez avoir votre carte d'embarquement et une pièce d'identité gouvernementale valide prête pour l'inspection. Ebony rejoignit la courte file d'attente. Lorsqu'elle fut à son tour, elle s'avança et plaça son téléphone affichant la carte d'embarquement numérique sur le scanner. Elle tendit ensuite son passeport américain. Brenda jeta un coup d'œil à la carte d'embarquement, puis à Ebony, puis au passeport. Ses yeux, froids et évaluateurs, parcoururent le sweatshirt simple d'Ebony jusqu'à ses baskets et remontèrent jusqu'à son visage. Le faux sourire qu'elle avait offert à la famille quelques instants plus tôt avait disparu, remplacé par un regard plat et provoquant.
Un passeport pour un vol intérieur, demanda Brenda, son ton dégoulinant de suspicion. C'est ma principale forme de pièce d'identité gouvernementale, il est valide, répondit Ebony, sa voix calme et égale. Elle l'avait utilisé toute la semaine sans problème, c'était une pratique standard. Brenda prit le livret bleu foncé, ses doigts feuilletant avec un air dédaigneux. Elle le tint à la lumière, l'inclina et plissa les yeux sur la photo. « Cette photo ne vous ressemble pas beaucoup, dit Brenda. » Ebony resta immobile. La photo datait de 5 ans, mais c'était sans aucun doute elle. « Mon visage a moins changé que vous ne le pensez, dit Ebony, gardant toujours son ton léger. Brenda laissa échapper un rire dérisoire. « C'est drôle, vous avez l'air plus jeune ici, plus heureuse, dit-elle en tapant un ongle manucuré sur la page de données. Ebony Reed, docteur en quoi? Philosophie, je parie. Histoire de l'art? Les micro-agressions s'accumulaient, chacune comme une petite coupure de papier. Ebony reconnut immédiatement le schéma. C'était un script qu'elle avait vu se jouer d'innombrables fois, non seulement dans son travail, mais dans sa vie, la remise en question de ses diplômes, l'insinuation de malhonnêteté, la contestation de sa présence dans un espace où Brenda estimait qu'elle n'avait pas sa place. Mon doctorat est en ingénierie aéronautique, déclara Ebony, sa voix perdant sa légèreté et prenant une clarté professionnelle. Y a-t-il un problème avec le document ou puis-je monter dans l'avion? La directivité de la question semblait provoquer Brenda. Ses lèvres se serrèrent en une ligne fine comme un rasoir. Il y a un problème avec le fait que je crois que ce document est légitime, dit-elle, sa voix tombant à un murmure conspirateur, mais assez fort pour que les personnes derrière Ebony l'entendent. Première classe, un tout nouveau passeport. Cela ne colle pas. Le passeport n'était pas nouveau. La couverture était immaculée parce qu'Ebony traitait ses documents fédéraux avec le respect qu'ils méritaient. L'accusation planait dans l'air, épaisse et laide. Les personnes dans la file derrière elle commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. « Je peux vous assurer qu'il est légitime, dit Ebony, sa patience s'amenuisant. Il a été délivré par le département d'État des États-Unis. Vous pouvez vérifier son authenticité en utilisant votre système. J'aimerais me rendre à mon siège. » Brenda se pencha en avant, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Ou peut-être que vous l'avez acheté. Les gens comme vous peuvent être très débrouillards. J'ai tout vu, de faux passeports, de fausses cartes de crédit. » Elle regarda Ebony de haut en bas. « Tout est faux. » Le sang d'Ebony se glaça. L'insulte n'était plus voilée. C'était une attaque raciste directe, livrée sous les lumières fluorescentes d'un aéroport public, sous le couvert de l'autorité corporative. Elle savait qu'elle devait désamorcer la situation, suivre les protocoles qu'elle avait elle-même écrits pour gérer le personnel non coopératif. Mais elle était aussi humaine, et l'épuisement de sa semaine, couplé à l'audace de l'attaque, commençait à ébranler sa maîtrise de soi. « Madame, dit Ebony, sa voix maintenant dure comme l'acier, vous faites des accusations graves et infondées. Scannez le document, vérifiez-le ou appelez votre superviseur, mais vous ne resterez pas ici et ne me diffamerez pas. » Brenda semblait se délecter de la confrontation. C'était exactement ce qu'elle voulait. Elle tint le passeport entre son pouce et son index, comme s'il s'agissait d'un objet méprisable. « Oh, je ferai plus que cela, siffla-t-elle, ses yeux brillant d'un feu vindicatif étrange. Je vais résoudre cette situation tout de suite. » Et d'un brusque mouvement de ses poignets, elle déchira le passeport en deux. Le son fut choquant dans le calme relatif de la zone d'embarquement, un doux son déchirant qui semblait aspirer tout l'air de l'espace autour d'eux. Les deux moitiés du livret bleu, avec la photo immaculée d'Ebony et le sceau national, maintenant séparés, flottèrent des doigts de Brenda et atterrirent sur le comptoir avec une finalité silencieuse. Pendant un moment, il y eut un silence absolu. Les passagers dans la file d'attente regardaient, la bouche ouverte. Brenda se tenait avec la poitrine gonflée, un air triomphant sur le visage, comme si elle venait de vaincre un grand mal. Ebony regarda les deux morceaux de son passeport. Le document qui l'avait emmené à travers le monde, le symbole de sa citoyenneté, la preuve de son identité, gisait en ruine. Et à ce moment-là, la voyageuse fatiguée, la femme invisible en survêtement, cessa d'exister. À sa place, Ebony Reed, l'enquêteuse fédérale, l'architecte de l'opération Cieux Sûr, prit le relais.
La fatigue disparut, remplacée par une concentration glaciale et cristalline. Brenda n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de faire. Elle pensait avoir remporté une petite bataille mesquine contre une personne qu'elle jugeait indigne. Elle n'aurait pas pu avoir plus tort. Elle venait de déclencher une guerre. Le silence qui suivit la déchirure du passeport fut profond. C'était un vide, un néant où le bourdonnement normal de l'aéroport avait disparu. Chaque regard à la porte B32 était maintenant fixé sur la scène au comptoir d'embarquement. Les hommes d'affaires avaient cessé leur conversation chuchotée, les enfants du groupe familial étaient figés, leur énergie bouillonnante instantanément éteinte. Une jeune femme debout quelques personnes plus loin dans la file d'attente en classe économique leva instinctivement son téléphone, son objectif de caméra un petit œil sombre et clignant des yeux. Brenda semblait se délecter de l'attention. Elle croisa les bras, un sourire narquois et satisfait gravé sur son visage. Elle avait fait passer son message, elle avait, à son avis, exposé une fraude et protégé l'intégrité de sa compagnie aérienne. Elle était l'héroïne de sa propre petite histoire laide. Ebony ne regarda pas Brenda. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Son regard était fixé sur les deux moitiés de son passeport posé sur le comptoir en formica usé. Les bords nets de la déchirure étaient une blessure visuelle. Elle vit l'aigle sectionné sur le grand sceau des États-Unis, un symbole de la nation qu'elle servait, maintenant bissecté par un acte de mesquinerie malveillante. Elle leva lentement les yeux et rencontra le regard triomphant de Brenda. Brenda s'attendait à des cris, à une tirade, à des larmes, à une crise de nerfs satisfaisante qui justifierait ses actions. Ce qu'elle obtint fut quelque chose de bien plus dérangeant, une immobilité absolue. Le visage d'Ebony était un masque de contrôle placide, mais ses yeux avaient une nouvelle intensité, une concentration si aiguë et pénétrante qu'elle semblait être une force physique. L'air crépitait entre elles. « Vous venez de détruire un document fédéral des États-Unis, dit Ebony, sa voix était calme, presque conversationnelle, mais elle portait avec une clarté anormale à travers la zone de la porte silencieuse. Ce n'était pas la voix d'une victime, c'était la voix d'une évaluatrice, d'un juge. C'est une infraction fédérale, titre 18, section 1543 du Code des États-Unis, mutilation ou altération d'un passeport, elle est passible d'une peine allant jusqu'à 25 ans de prison. Le sourire narquois de Brenda vacilla pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa son visage. Elle s'attendait à des accusations de racisme, pas à des citations du droit fédéral. Et c'était un faux, bafouilla-t-elle, son assurance commençant à sonner creux. J'étais dans mes droits en tant qu'agent de cette compagnie aérienne de. Vous ne l'étiez pas, coupa Ebony, sa voix toujours calme mais maintenant marquée d'une autorité impossible à ignorer. Vous aviez une procédure pour laquelle vous avez été formé, je suppose. Vous devez utiliser le scanner de documents et le système de lumière UV pour vérifier ses caractéristiques. Si vous avez encore des doutes, vous devez contacter un superviseur et la sécurité de l'aéroport. À aucun moment cette procédure ne vous autorise, vous, un citoyen privé employé par une entreprise, à décider unilatéralement de détruire une propriété fédérale. Vous n'avez pas suivi la procédure. Pourquoi? La question plana dans l'air. Ce n'était pas une explosion de colère, c'était une question interrogative. La jeune femme avec le téléphone fit un pas subtil en avant. J'ai utilisé mon discernement, dit Brenda, sa voix prenant une tonalité désespérée et défensive. La sécurité et la sûreté de ce vol sont de ma responsabilité. Votre responsabilité est de respecter la loi et les règlements de votre entreprise, rétorqua Ebony, faisant un pas délibéré en arrière du comptoir, créant un espace de commandement. Elle fouilla dans son sac à dos, ses mouvements lents et précis. Brenda sursauta, comme si elle s'attendait à une arme. Au lieu de cela, Ebony sortit son téléphone. Elle ne composa pas le 911, elle appuya sur un seul contact dans sa liste de favoris. Pendant que le téléphone sonnait, elle parla, sa voix toujours dirigée vers Brenda mais destinée à tout le public captif. Permettez-moi de vous dire ce que vous avez fait, Brenda. Vous n'avez pas seulement enfreint la loi. Avec votre discernement, vous avez compromis la sécurité même que vous prétendez protéger. Une personne qui fait preuve d'un aussi mauvais jugement, qui permet à des préjugés personnels de dicter ses actions et qui est prête à escalader une situation de manière aussi imprudente n'est pas une gardienne de la sécurité. Elle est une responsabilité,
une énorme responsabilité béante. Le téléphone cliqua à l'autre bout. La démarche d'Iboni changea à nouveau. La dureté dans sa voix s'adoucit, remplacée par un ton d'urgence professionnelle rapide. « Directeur Evans, c'est Reed. Excusez-moi pour l'appel direct. Je suis à la porte B32 de Hartsfield Jackson. J'invoque un code noir sur l'opération Cieusure. J'ai une violation de sécurité active et une destruction volontaire de propriété fédérale par un agent d'Ascender. J'ai besoin de la TSA et de l'équipe de liaison de l'aéroport du FBI sur place immédiatement. Et obtenez-moi une ligne directe avec le département juridique du siège social d'Ascender. Informez-les qu'ils sont sur le point d'enfreindre leur certificat d'exploitation. » Le nom Opération Cieusure et la mention du FBI envoyèrent une onde de choc parmi les spectateurs. Les hommes d'affaires se regardèrent, les sourcils levés. Le visage de Brenda était passé de suffisant à incertain, puis à une teinte gris pâle. La couleur avait quitté ses joues, laissant derrière elle un masque pâteux et bouche bée d'incrédulité. « Non, vous mentez, » murmura Brenda, les mots s'accrochant dans sa gorge. « Vous n'êtes personne. » Iboni mit fin à son appel et regarda directement Brenda. Le masque de la voyageuse fatiguée avait complètement disparu, consumée par le feu de sa mission. Maintenant, elle était à chaque centimètre l'officier fédéral. « Mon nom, dit-elle, sa voix résonnant avec tout le poids de son autorité, est Iboni Reed. Je suis l'inspectrice principale de terrain pour le Bureau de la Sécurité nationale et de la réponse aux incidents de l'administration fédérale de l'aviation. L'opération que j'ai dirigée pendant les 10 derniers jours est un audit national de la conformité de votre compagnie aérienne aux mandats de sécurité fédéraux. Vos actions ici aujourd'hui, votre profilage, votre mépris pour le protocole et votre destruction criminelle de mes identifiants n'ont pas seulement gêné un passager. Vous avez fourni un exemple vivant, documenté et franchement spectaculaire exactement du type d'échec systémique que nous sommes ici pour identifier et éradiquer. » Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Alors, pour répondre à ma question précédente, Brenda, pourquoi n'avez-vous pas suivi la procédure? Était-ce une formation inadéquate ou était-ce autre chose? Brenda était sans voix, son esprit était un tourbillon de déni et de panique. Cela ne pouvait pas arriver. La femme en sweatshirt d'université, celle qu'elle avait prise pour une fraude, ne pouvait pas être un haut agent du gouvernement. C'était un tour, un bluff. Justement, un homme à l'air harcelé dans un costume légèrement trop serré se précipita vers la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» demanda-t-il, son badge l'identifiant comme Frank Miller, le superviseur de la station. « Brenda, qu'as-tu fait ? Nous avons un vol à embarquer. » Brenda se tourna vers lui, les yeux écarquillés de désespoir. Frank, cette femme, elle essayait d'embarquer avec un faux passeport. C'était un faux grossier, je l'ai confisqué. Elle gesticula vaguement vers les 2 morceaux sur le comptoir, évitant le fait qu'elle avait été celle qui l'avait déchiré. Frank regarda du visage paniqué de Brenda à celui d'Iboni, calme et isolé. Son réglage par défaut était de soutenir son employé, de calmer les choses et de faire sortir l'avion à l'heure. C'était son travail, les retards coûtaient de l'argent. « Madame, commença-t-il d'une voix enrouée et apaisante, je suis sûr que nous pouvons régler cela. S'il y a un problème avec votre pièce d'identité, votre temps pour régler cela est passé, Monsieur Miller, dit Iboni, ses yeux se posant sur son badge. Votre employé a commis un crime fédéral. Votre compagnie aérienne fait maintenant l'objet d'une enquête active de la FAA. À partir de maintenant, le vol 1142 ne partira pas. Cette porte est maintenant une scène d'enquête fédérale. Rien, dit-elle, son regard balayant le comptoir, ne doit être touché. Comme si c'était prévu, 2 policiers de l'aéroport en uniforme apparurent au bout de la jetée, leurs expressions sérieuses. Ils étaient suivis de 2 autres individus en costume sombre et élégant qui se déplaçaient avec la confiance indéniable d'agents fédéraux. Le bourdonnement de l'aéroport revenait, mais il était maintenant superposé au crépitement des radios de police et aux murmures urgents de la foule. Brenda regarda les officiers qui approchaient, puis les 2 moitiés du passeport, puis le visage inébranlable d'Iboni. La réalité de la situation lui tomba enfin dessus comme un raz-de-marée de pure horreur sans phare. Elle n'avait pas seulement fait une erreur.
Elle avait mis fin à sa carrière, détruit sa vie, et tout cela s'était produit en l'espace de 5 minutes, commençant par un ricanement et se terminant par le doux son déchirant de sa propre ruine. L'arrivée des forces de l'ordre changea l'atmosphère à la porte B32. La scène se transforma d'un spectacle choquant en une procédure formelle. Les 2 policiers de l'aéroport, stricts et professionnels, établirent immédiatement un périmètre. « Nous allons avoir besoin que vous dégagiez la zone », annonça l'un d'eux, sa voix n'admettant aucun argument. « Veuillez reculer de la porte. » Les passagers, qui avaient été un public captif, reculèrent maintenant, une vague de murmures parcourant leurs rangs. Ils n'étaient plus seulement des témoins, ils étaient maintenant des spectateurs d'un incident officiel. La jeune femme qui avait filmé baissa son téléphone mais ne stoppa pas l'enregistrement, le laissant pendre à son côté, son objectif continuant à capturer la scène. Les 2 agents en civil du bureau de liaison de l'aéroport du FBI approchèrent directement Ebony, contournant tout le monde. L'un était un homme grand au calme d'Eméanor, l'autre une femme plus petite aux yeux intelligents et perçants. « Reed, demanda l'homme, sa voix basse et respectueuse. « L'agent Davis, voici l'agent Chen. Nous avons reçu l'appel du directeur Evans. Quelle est la situation ?» Avant qu'Ebony ne puisse répondre, Frank, le superviseur de la station, s'avança, son visage masqué d'indignation perplexe. « Attendez, qui est en charge ici ? » « C'est une porte d'A100R, c'est ma station. » Cette femme, gesticulant vers Ebony, sa voix montant, fait des menaces et perturbe notre opération. L'agent Chen tourna lentement la tête pour regarder Frank, son expression totalement impressionnée. « Monsieur, dit-elle, sa voix plate et froide, au moment où un crime fédéral est commis sur une propriété aéroportuaire, la juridiction change. Maintenant, nous sommes en charge. Veuillez reculer et ne pas interférer. » La bouche de Frank s'ouvrit et se ferma silencieusement. Le livre de règles corporatives qu'il suivait était déchiqueté devant ses yeux. Son autorité, qu'il maniait avec tant d'auto-importance dans les limites du terminal, ne signifiait rien ici. Il était hors de sa profondeur, un gestionnaire intermédiaire pris dans un courant d'arrêt de pouvoir fédéral. Ebony s'adressa aux agents, son ton tout professionnel. « Agent Davis, agent Chen, merci pour votre réponse rapide. » Le sujet, elle hocha la tête vers Brenda qui tremblait maintenant visiblement, est un agent de porte d'A100R. Elle a refusé d'accepter mon passeport américain valide pour un vol intérieur après une série de commentaires non professionnels et biaisés, elle a ensuite délibérément détruit le document. Elle pointa vers les 2 moitiés du passeport sur le comptoir. C'est la preuve. J'ai besoin qu'elle soit collectée et préservée. Le nom du sujet est Brenda, nom de famille inconnu à ce stade. Le superviseur de la station est Frank Miller. L'agent Davis hocha la tête, enfilant une paire de gants en nitrile de sa poche. Il utilisa soigneusement une paire de pinces pour ramasser les 2 morceaux du passeport et les plaça dans un sac à preuves. Cet acte procédural simple semblait sceller le sort de Brenda plus que tout autre. Ce n'était plus une dispute, c'était une preuve dans une affaire fédérale. Les caméras de sécurité de la porte auront capturé toute l'interaction, continua Ebony, son esprit fonctionnant comme une machine bien réglée, cataloguant chaque étape nécessaire. J'ai besoin que ces images soient récupérées immédiatement sous tous les angles avant que quelqu'un n'ait une chance de les effacer accidentellement. Je veux également les journaux des employés de cette porte pour les dernières 48 heures et le protocole officiel de la compagnie aérienne pour la vérification de l'identité des passagers. Considérez cela comme fait, dit l'agent Chen, parlant déjà doucement dans son dispositif de communication monté au poignet, relayant les instructions. Brenda regarda tout cela se dérouler comme dans un cauchemar. Le monde avait basculé sur son axe. La femme qu'elle avait méprisée et humiliée dirigeait maintenant des agents fédéraux avec un air de commandement absolu. La dynamique du pouvoir n'avait pas seulement changé, elle avait été inversée avec une vitesse et une brutalité à couper le souffle. Ce n'était pas une simple prise de contrôle, c'était un renversement hostile de sa réalité. « Frank » gémit-elle en se tournant vers son superviseur, son dernier espoir. « Fais quelque chose. Dis-leur que je faisais juste mon travail. Je pensais que c'était faux. Je protégeais le vol. » Frank la regarda, puis les agents fédéraux au visage de pierre, puis Ebony. Le calcul de l'autopréservation tournait dans sa tête.
Son instinct de protéger son employé était en guerre avec son instinct de sauver sa propre peau. Ce dernier gagnait à une écrasante majorité. Brenda, qu'est-ce qui s'est passé ici exactement, demanda-t-il, sa voix maintenant prudente, dépourvue de son arrogance précédente. Elle était difficile, bafouilla Brenda, cherchant une justification qui ne sonnait pas aussi mesquine et préjudiciable que ses véritables motifs. Première classe, mais habillée comme ça. C'était suspect. Ebony entendit cela. Elle tourna la tête, son regard se verrouillant sur Brenda. L'habiller comme ça, répéta-t-elle, la question tranchante comme un éclat de verre. Veuillez clarifier pour le procès-verbal, Brenda. Qu'est-ce que dans ma tenue, spécifiquement, avez-vous trouvé suspect? Était-ce mon sweatshirt d'université ou était-ce le fait qu'une femme noire le portait dans la file d'attente de la première classe? La question était une frappe de précision, exposant la vérité laide de la question pour que tout le monde la voie. Brenda pâlit encore plus. Non, ce n'était pas ça. Je ne jugerai pas un passager en fonction de sa race. Vos actions et vos propres mots suggèrent le contraire, insista Ebony, impitoyable. Et je soupçonne que votre historique d'emploi corroborera cela. Elle se tourna vers l'agent Chen. Là ma demande, l'historique des plaintes de la sujet de la part des ressources humaines d'A100R. Je veux voir chaque plainte formelle et informelle jamais déposée contre elle. Un petit gémissement étranglé s'échappa des lèvres de Brenda. Elle pensa à Madame Garcia, de l'année dernière à Noël, dont le fils avait déposé une plainte après que Brenda avait refusé de la laisser embarquer avec son déambulateur jusqu'à ce que tous les autres passagers soient montés à bord. Elle pensa au jeune homme musulman qu'elle avait insisté pour qu'il soit sélectionné au hasard pour un contrôle supplémentaire 3 fois de suite. Elle pensa aux innombrables rouleaux des yeux, aux commentaires dédaigneux qu'elle avait faits à des personnes qui ne lui ressemblaient pas ou ne parlaient pas comme elle. Franck avait toujours enterré les plaintes, les avait lissées, lui avait dit de faire plus attention. Il l'avait soutenue. Maintenant, tous ces petits actes de malveillance étaient sur le point d'être exhumés et exposés sous la lumière crue d'une enquête fédérale. Le pilote du vol 1142, le capitaine, un homme distingué aux cheveux argentés, s'était frayé un chemin sur la jetée pour voir ce qui causait le retard. Il prit en compte la scène, la police, les fédéraux, son agent de porte au visage cendré, et s'approcha de Franck. « Franck, qu'est-ce qui se passe ici, au nom du ciel ? Nous avons un avion plein qui attend de partir. » Le vol est cloué au sol, capitaine, déclara l'agent Davis d'une voix plate. C'est une scène de crime active. Une scène de crime ? Pourquoi ? Ebony répondit, votre agent de porte a agressé un officier fédéral dans l'exercice de ses fonctions. C'était un léger recadrage, agresser un officier en détruisant ses identifiants, mais c'était techniquement vrai et portait le poids qu'elle avait l'intention de donner. Les yeux du capitaine s'écarquillèrent. Il regarda Brenda avec une nouvelle compréhension horrifiée. Le sort de tout l'équipage du vol était lié à la performance de la compagnie aérienne. Un incident comme celui-ci, une enquête fédérale lancée sur place, était catastrophique. Cela signifierait des audits, des entretiens et une tache noire sur tout le monde impliqué. Mes excuses, madame, dit-il en s'adressant directement et respectueusement à Ebony. Au nom de l'équipage, je peux vous assurer que ce n'est pas le standard de service auquel nous aspirons. Ebony hocha la tête, acceptant la déclaration politique. Votre professionnalisme est noté, capitaine, mais le standard de service n'est plus la question principale. Nous avons maintenant affaire à des questions de conformité fédérale et de conduite criminelle. Elle se retourna vers Brenda, qui avait l'air d'être sur le point de s'effondrer. Le combat était terminé, l'assurance était un lointain souvenir. Il ne restait plus que la façade pathétique d'une brute qui avait finalement frappé quelqu'un qui pouvait riposter, non pas avec des poings, mais avec tout le poids écrasant du gouvernement des États-Unis. Brenda, dit Ebony, sa voix retrouvant ce ton étrangement calme, presque doux. Vous serez escorté dans une salle d'interrogatoire sécurisée. Vous avez le droit de garder le silence. Je vous conseille fortement de l'utiliser jusqu'à ce que vous ayez une assistance juridique. Vous en aurez besoin. Les mots planèrent dans l'air, un verdict dévastateur final. Le script avait été inversé, les rôles renversés. Brenda,
la reine de la porte B32, n'était plus aux commandes. Elle était un sujet, une accusée, un dossier, et Ebony Reed, la femme en jogging gris, était celle qui tenait le stylo. La transition de la zone publique de la porte à la salle d'interrogatoire stérile fut rapide et désorientante pour Brenda. Un moment, elle était entourée des sites et des sons familiers de son lieu de travail, le suivant, elle était assise sur une chaise en plastique dur dans une pièce beige sans fenêtre. Le seul mobilier était une table en métal boulonnée au sol et 3 chaises. L'agent Chen était assise en face d'elle, un dossier et un stylo ses seuls accessoires. L'agent Davis se tenait silencieusement près de la porte. L'air était épais avec l'odeur des produits de nettoyage institutionnel et du regret rance. L'esprit de Brenda était une course frénétique. Cela devait être un malentendu, une réaction exagérée colossale. Elle était une bonne employée, 22 ans chez Ascent Air, passant de manutentionnaire de bagages à la position convoitée d'agent de porte principale. Elle avait de l'ancienneté, elle avait la protection de Frank. Cela ne pouvait pas arriver. « Je veux appeler mon mari, dit-elle, sa voix mince et tremblante. Et je veux parler à Frank. Vous aurez l'occasion de passer un appel, répondit l'agent Chen d'un ton neutre. Elle cliqua son stylo. Monsieur Miller est actuellement dans une autre pièce en train de faire sa propre déclaration. Pour l'instant, j'ai juste quelques questions préliminaires. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec la photo d'employé de Brenda agrafée en haut. Le nom complet pour le dossier, Brenda S. Kowalski. Oui, murmura Brenda. Et vous avez été l'agent de porte principal à cette station pendant 7 ans? Oui. L'agent Chen fit une petite marque sur son papier. Miss Kowalski, au cours de vos 2 décennies chez Ascender, combien de fois avez-vous reçu une formation sur le protocole de vérification et d'identification des passagers, également connu sous le nom de PIV? Je ne connais pas le nombre exact. Chaque année, nous avons des rappels. Et que vous dit ce protocole de faire si vous suspectez qu'une pièce d'identité d'un passager est frauduleuse? La gorge de Brenda était sèche. Nous sommes censés utiliser l'équipement de vérification, la lumière UV, et si des doutes persistent, nous appelons un superviseur ou la sécurité de l'aéroport. Et avez-vous utilisé l'équipement de vérification sur le passeport de Reed? Non, admit Brenda. L'équipement était juste là, intégré à son comptoir. Cela aurait pris 5 secondes. Et pourquoi pas? Parce que j'avais juste un pressentiment. Cela avait l'air suspect. La façon dont elle était habillée, son attitude, tout était faux. J'étais proactive en matière de sécurité. Le visage de l'agent Chen resta impassible, mais ses yeux étaient perçants. Donc, vous avez substitué un protocole de sécurité mandaté par le gouvernement fédéral par un pressentiment basé sur ce que vous avez décrit à votre superviseur comme ce passager étant habillé comme ça. Ce n'était pas seulement ça, dit Brenda, s'accrochant à des brins de paille. Elle était arrogante, elle remettait mon autorité en question. Est-ce que vous comprenez que le fait qu'un passager vous demande de faire votre travail constitue un défi à votre autorité, demanda l'agent Chen avec douceur. Elle fit une autre note. Passons au document lui-même. Vous avez déclaré que vous pensiez qu'il s'agissait d'une contrefaçon grossière. Quels éléments spécifiques du passeport vous ont conduit à cette conclusion? La micro-impression sur la page de données était-elle défectueuse? L'image holographique de l'aigle était-elle incorrecte? La reliure ne répondait-elle pas aux normes fédérales? Brenda la regarda fixement. Elle ne savait rien de tout cela. Elle avait jeté un coup d'œil à la photo et au nom et avait porté un jugement. En 22 ans, elle n'avait jamais réellement étudié les caractéristiques de sécurité d'un passeport. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait juste. Cela avait l'air faux, murmura-t-elle, la faiblesse de sa propre excuse résonnant dans la petite pièce. Donc, pour être clair, résuma l'agent Chen, sa voix coupant à travers le brouillard de la panique de Brenda, sans aucune base technique, vous avez ignoré votre formation, profilé un passager en fonction de son apparence et de sa race, puis, lorsque vous avez été remise en question, vous avez commis un crime fédéral en détruisant le très document que vous étiez chargé d'inspecter. Est-ce un résumé exact des événements? Les mots, exposés si clairement, étaient dévastateurs.
Brenda sentit une vague de nausée. « Je veux un avocat, murmura-t-elle, une décision sage, dit l'agent Chen en fermant le dossier. Elle se leva. Vous serez officiellement traité par la police de l'aéroport. Le bureau du procureur des États-Unis vous contactera concernant les accusations fédérales. » Alors que l'agent Davis escortait une Brenda stupéfaite et sanglotante hors de la pièce, Ebony était dans le bureau du superviseur de la station avec Frank Miller. C'était un espace encombré et désordonné, décoré de récompenses poussiéreuses pour les départs à l'heure et de photos de Frank serrant la main de divers dirigeants de compagnies aériennes. Ebony était assise dans son fauteuil, derrière son bureau, tandis qu'il était perché nerveusement sur le bord d'une chaise de visiteur. Le renversement de pouvoir était absolu. L'agent Davis lui avait apporté les premières impressions qu'elle avait demandées. La première était les images de la caméra de sécurité de la porte, synchronisées sur une tablette. La seconde était un mince dossier, l'historique des plaintes de Brenda Kowalski. « Monsieur Miller, commença Ebony, sa voix calme et mesurée, j'ai examiné le dossier de votre employé. Au cours des 5 dernières années seulement, 14 plaintes formelles ont été déposées contre mademoiselle Kowalski. 9 d'entre elles émanaient de passagers de couleur, 4 de passagers handicapés et une d'un passager semblant être d'origine moyen-orientale. » Frank se déplaça, mal à l'aise. « Nous recevons des plaintes tout le temps. C'est la nature du service client. Les gens s'énervent quand ils ratent leur vol. »« Oh, je ne parle pas de vol raté, » dit Ebony, les yeux rétrécis. Je parle d'une plainte de Monsieur David Chen, qui a déclaré que mademoiselle Kowalski lui a demandé bruyamment s'il parlait anglais lorsqu'il a présenté un permis de conduire de New York valide. Je parle d'une plainte d'Esha Sharma, qui allègue que mademoiselle Kowalski a perdu son attribution de siège pour elle et ses 2 enfants après qu'elle ait demandé un repas pour enfants. Je parle d'une plainte d'un sergent de l'armée à la retraite, double amputé, qui affirme que mademoiselle Kowalski lui a dit qu'il retenait la file d'attente et qu'il aurait dû demander une assistance en fauteuil roulant, même s'il était parfaitement capable de marcher avec ses prothèses. Elle poussa le dossier sur le bureau. Et sur chacune de ces plaintes, Monsieur Miller, je vois votre signature. Action entreprise, employé conseiller. Action entreprise, avertissement verbal. Action entreprise, dossier clos. Dites-moi, en quoi consistait ce conseil ? Frank commença à transpirer abondamment. J'ai parlé à Brenda. Je lui ai dit qu'elle devait faire plus attention à ses mots, qu'elle devait traiter tout le monde avec respect. Et pourtant, le schéma a continué. Il s'est aggravé, déclara Ebony. C'est passé des insultes verbales à l'obstruction délibérée et aujourd'hui, cela a abouti à un acte criminel. Ce que vous appelez du conseil, Monsieur Miller, la FA appelle négligence grave. Vous ne gériez pas une employée, vous encouragiez une responsabilité connue. Vous avez cultivé une culture à cette porte où les préjugés étaient permis, tant que les avions partaient à l'heure. Vous êtes aussi coupable qu'elle dans cette affaire. Le visage de Frank, déjà pâle, prit la couleur de la cendre. Ce n'est pas vrai. Je suis un bon manager. Un bon manager, dit Ebony en se penchant en avant, n'a pas d'employé qui se sent autorisé à déchirer le passeport d'un passager devant 50 personnes. Un bon manager aurait identifié ce schéma de comportement et éliminé la menace. Vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez enterré. Et maintenant, il est enterré avec vous. Elle se leva. Le certificat d'exploitation de votre compagnie aérienne est subordonné au respect de la loi fédérale et des directives de sécurité de la FAA. Ces directives incluent des dispositions contre les pratiques discriminatoires, car elles créent des risques de sécurité volatiles et imprévisibles. Vous et votre employé vedette nous ont fourni une étude de cas typique. La FAA lancera un audit complet de haut en bas de ce hub d'Atlanta, efficace immédiatement. Chaque journal, chaque dossier d'employé, chaque procédure sera scrutée à la loupe. Nous allons mettre votre opération sous un microscope, Monsieur Miller, et je soupçonne que nous allons trouver bien plus qu'un simple agent de porte-voyou. Ebony se dirigea vers la porte, s'arrêtant avec la main sur la poignée. Elle se retourna vers lui. Oh, et Monsieur Miller, j'ai regardé les images de la caméra de sécurité, la partie où votre employé me traite d'arrogante pour lui avoir demandé de faire son travail. Vous pouvez vous attendre à une assignation à comparaître pour témoigner à ce sujet sous serment.
Je commencerai à réfléchir très soigneusement à ce que signifie vraiment votre définition du conseil. Elle sortit, le laissant seul dans le bureau encombré, le silence rompu seulement par les battements de cœur frénétiques et paniqués de Frank. Le dénouement avait commencé, et il allait être plus rapide et plus douloureux qu'il n'aurait pu l'imaginer. La promesse d'Ebony Reed de mettre le hub d'Atlanta d'A100R sous un microscope n'était pas une menace, c'était un énoncé de fait. En quelques heures, ce qui avait commencé par un passeport déchiré à la porte B32 s'est métastasié en un audit fédéral à grande échelle. La FAA, se déplaçant avec le genre de rapidité bureaucratique réservé aux véritables urgences, est descendue sur Hartsfield-Jackson. Ce n'étaient pas les auditeurs habituels avec des tableaux et des listes de contrôle. C'était l'équipe de sécurité nationale et de réponse aux incidents, la pointe acérée de la lance. Ebony a établi un centre de commandement dans une salle de conférence d'entreprise réquisitionnée à A100R. La pièce s'est rapidement remplie d'ordinateurs portables, de serveurs sécurisés et d'une équipe d'enquêteurs choisis pour leur impitoyabilité à débusquer la non-conformité. C'étaient des comptables médico-légaux, des enquêteurs du NTSB et des analystes en sécurité des données. C'étaient les personnes dont les compagnies aériennes faisaient des cauchemars. L'enquête a rayonné vers l'extérieur à partir de Brenda Kowalski. Son ordinateur de travail a été imagé, son serveur de messagerie saisi. Ils ont trouvé un trésor de mai entre elle et Frank Miller, une histoire sordide de plaintes rencontrées avec des assurances clignotantes. « Ne t'inquiète pas pour le gâchenne, je m'en suis occupé », disait l'un des emails de Frank. « Essaie juste de le rendre moins évident la prochaine fois, LOL. » Le LOL était un clou dans son cercueil. Mais Brenda n'était que le fil lâche. Alors qu'Ebony et son équipe tiraient dessus, toute la tapisserie de la station d'Atlanta commençait à se défaire. L'audit des dossiers des employés, que Frank avait si maladroitement gardé, a révélé que le cas de Brenda n'était pas une anomalie. C'était simplement l'exemple le plus flagrant. Ils ont trouvé d'autres employés avec des schémas troublants, un superviseur de manutention des bagages qui perdait systématiquement les bagages des passagers avec des noms à consonance africaine ou moyen-orientale. Un agent de billetterie qui avait un record statistiquement impossible d'attribution de sièges du milieu à des familles minoritaires, même sur des vols vides. Toutes ces petits actes de dégradation, ces coupures de papier de préjugés, avaient été ignorés ou rejetés par la direction, uniquement concentrés sur des métriques comme les taux de départ à l'heure. Ce n'est pas un problème de pommes pourries, c'est un problème de verger, déclara Ebony lors d'un briefing avec son équipe, 2 jours après le début de l'audit. Elle se tenait devant un tableau blanc couvert de diagrammes et de schémas reliant des noms et des incidents. La culture ici, cultivée par Miller et ses prédécesseurs, est celle de l'aveuglement volontaire. La conformité est considérée comme une suggestion, pas un mandat. La priorité est le profit et la vitesse. Tout le reste, y compris la sécurité et la dignité humaine de base, est secondaire. La découverte la plus accablante est venue des journaux de maintenance. Un analyste croisant l'inventaire des pièces avec les enregistrements de vol a trouvé des divergences, petites au début, mais le schéma était indéniable. La station d'Atlanta d'A100R coupait les coins ronds. Il prolongeait la durée de vie des pièces non critiques au-delà des recommandations du fabricant, il falsifiait les inspections, signant des contrôles qui n'avaient jamais été réellement effectués. Ils ont découvert le cas du vol 819, 3 mois plus tôt, un vol à destination de Seattle qui avait dû faire un atterrissage d'urgence à Denver en raison d'une défaillance du capteur de pression de la cabine. Le rapport officiel, signé par Frank Miller, attribuait la faute à une défaillance imprévisible des pièces. L'audit de la FAA a révélé la vérité, le capteur qui avait échoué était à sa 3e prolongation de vie, 2 au-delà de la limite légale. Le rapport d'inspection pour son dernier contrôle avait été signé par un mécanicien qui, selon les registres de paix, était en vacances aux Bahamas le jour de l'inspection présumée. Frank Miller n'avait pas seulement ignoré le racisme, il avait activement participé à un cover-up qui mettait en danger la vie de centaines de passagers. Le passeport déchiré n'était plus le crime principal, il était simplement la clé qui avait ouvert un coffre de corruption systémique. Ebony s'est assise avec le capitaine, le pilote du vol annulé 1142. Il avait été cloué au sol en attendant l'enquête, ainsi que son équipage. Il était en colère, embarrassé et terrifié pour sa carrière. « Capitaine, commença Ebony, son ton professionnel mais pas désagréable, j'ai examiné votre dossier.
Il est exemplaire. 25 ans, pas une seule tache. C'est pourquoi j'ai du mal à croire que vous étiez complètement ignorant de la culture laxiste de cette station. Et se déplaça sur son siège. Mon travail est dans le cockpit, Reed. Je pilote l'avion. Je compte sur mon équipage au sol et mes chefs de station pour faire leur travail à la lettre. Je dois leur faire confiance. La confiance n'est pas un contrôle, rétorqua Iboni. C'est une variable. Avez-vous jamais remarqué, lors de vos vérifications avant le vol, quelque chose qui vous a donné à réfléchir? Des signatures de maintenance qui semblaient précipitées? Des membres d'équipage qui semblaient particulièrement stressés ou qui se plaignaient d'être sous-effectifs? Le capitaine hésita. Sa loyauté allait à son équipage et à sa compagnie aérienne, mais sa responsabilité ultime était la sécurité de ses passagers. Il parlait à une enquêteuse fédérale qui semblait déjà connaître les réponses à ses propres questions. Il y a eu des rumeurs, admit-il à contre-cœur. Des discussions sur la direction qui nous poussaient à faire des rotations plus rapides, une pression pour ne pas retarder les vols pour des signalements mineurs. On nous dit d'utiliser notre discernement, mais je n'ai jamais rien vu qui, à mon avis, compromettrait la sécurité de mon appareil. Et Brenda Kowalski? Quelles étaient les rumeurs à son sujet? Le capitaine soupira, un son las et profond. Tout le monde connaissait Brenda. On l'appelait la gardienne. Elle avait ses favoris. Si vous étiez dans ses bonnes grâces, votre embarquement se passait sans accroc. Sinon, il haussa les épaules. Nous essayions simplement de rester hors de son chemin. C'était plus facile que de se disputer avec elle et d'impliquer Frank. Donc, vous étiez au courant de son comportement, conclut Iboni. Et vous, ainsi que d'autres, avez fait le choix conscient de l'ignorer pour le bien d'une journée plus facile. Cela, capitaine, s'appelle de la complicité. C'est le terreau dans lequel des personnes comme Brenda et Frank prospèrent. Les mots frappèrent le capitaine comme un coup physique. Il s'était toujours considéré comme l'un des gentils, un homme d'intégrité. Mais Iboni lui montrait que l'intégrité n'était pas un état passif, c'était un choix actif, et lui, ainsi que beaucoup d'autres, avaient échoué à le faire. L'enquête n'était plus une question d'incidents isolés. Il s'agissait de la pourriture insidieuse qui peut se développer dans une grande organisation lorsque le profit est privilégié par rapport aux personnes, lorsque la responsabilité est sacrifiée pour la commodité et lorsque de petits actes de préjugés sont autorisés à passer inaperçus, créant un environnement où des crimes plus graves peuvent prendre racine. Iboni regarda la montagne de preuves que son équipe avait compilées, les journaux falsifiés, l'historique des plaintes, les emails accablants. Tout avait commencé avec une supposition laide d'une femme sur la place d'une autre dans le monde. C'était un rappel frappant et terrifiant d'une vérité sur laquelle elle avait bâti sa carrière. La bigoterie n'est pas seulement un mal social. Dans le monde de l'aviation, c'est une menace directe et pressante pour la sécurité et la sûreté. C'est un cancer qui, s'il n'est pas traité, se propagera toujours éventuellement. Les conséquences ne sont pas venues avec un seul coup de tonnerre, mais avec une série d'éclairs ciblés et dévastateurs. Le rapport final de l'opération Cieusure, avec le hub d'Atlanta Dassan Air comme centre sinistre, était une œuvre magistrale de destruction méthodique. Il a été divulgué à un grand organe de presse, une manœuvre stratégique du patron d'Iboni, le directeur Evans, pour s'assurer que l'histoire ne pouvait pas être enterrée. Et les retombées ont été immédiates et catastrophiques pour Brenda Kowalski. Le karma a été rapide et absolu. Licenciée par Dassan Air dans l'heure qui a suivi la révélation de l'histoire, elle a été arrêtée le lendemain. L'image d'elle menottée hors de sa maison de banlieue, le visage masqué d'incrédulité, est devenue l'icône visuelle du scandale. Elle a été inculpée pour destruction d'un document fédéral, mais le procureur des États-Unis, poussé par l'indignation publique et la montagne de preuves de ses pratiques discriminatoires, a ajouté des accusations pour violation des droits civiques à l'acte d'accusation. Sa malveillance envers Iboni Reed lui coûterait des années de sa vie. Sa défense juridique s'est effondrée lorsque Frank Miller, dans une tentative désespérée d'obtenir de la clémence, a accepté de témoigner contre elle, détaillant ses années de conseils qui n'étaient rien de plus qu'une tape dans le dos complice. Le sort de Frank Miller a été, à bien des égards, pire.
Il a également été licencié et a fait face à des accusations fédérales, non seulement pour son rôle dans l'incident du passeport, mais pour le crime bien plus grave de falsification de dossiers de sécurité. La FAA a fait un exemple de lui. Il ne voulait pas seulement qu'il perde son emploi, il voulait s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais travailler dans l'industrie de l'aviation, en aucune capacité. L'homme qui vivait par l'échelle corporative est mort par elle. Sa chute, aussi spectaculaire soit-elle, était méritée. Mais le vrai karma était réservé à Hassan R. La FAA leur a infligé l'une des plus grosses amendes de l'histoire de l'aviation, un chiffre avec tant de zéros qu'il a fait grimacer les analystes de Wall Street. L'amende n'était pas seulement punitive, elle était prescriptive. Une partie importante de l'argent était destinée à une refonte complète de leurs pratiques de formation, de conformité et d'embauche, le tout à surveiller par un contrôleur fédéral nommé par le tribunal pendant une période de 5 ans. Ebony Reed elle-même a aidé à rédiger les termes du règlement. Le cours de l'action de la compagnie aérienne s'est effondré, les passagers l'ont boycotté, le cauchemar des relations publiques a été impitoyable. L'histoire de l'agent de porte raciste qui a déchiré un passeport est devenue un conte moral national. La marque Hassan R, autrefois associée aux voyages économiques, était désormais synonyme de préjugés et de corruption. Ils ont été forcés de lancer une tournée d'excuses humiliantes, leur PDG apparaissant à la télévision nationale, son visage grimacé de contrition forcée. La jeune femme qui avait filmé l'incident initial sur son téléphone est devenue une célébrité mineure. Sa vidéo a été diffusée sur toutes les chaînes d'information, un enregistrement clair et accablant de la malveillance de Brenda. Elle a été interviewée, félicitée pour sa rapidité d'esprit et présentée comme un exemple de journalisme citoyen. Elle a ensuite reçu une note personnelle et discrète de remerciement d'Ebony. 6 mois plus tard, Ebony Reed se tenait à un pupitre dans une salle d'audience du Congrès sur Capitol Hill. Elle n'était plus dans son survêtement discret, mais dans un tailleur bleu marine parfaitement coupé. Son attitude était confiante, sa voix claire et forte alors qu'elle résonnait dans la chambre. Sur un grand écran derrière elle se trouvait une image haute résolution de son passeport déchiré, les 2 moitiés désormais un symbole d'un système brisé. Les événements à Hartsfield-Jackson n'étaient pas le résultat d'une mauvaise journée d'un employé, déclara-t-elle au comité de sénateurs. Ils étaient le résultat inévitable d'une culture d'entreprise qui tolérait le sectarisme, privilégiait la vitesse à la sécurité et ignorait le principe fondamental selon lequel la sécurité est compromise dès que nous commençons à faire des suppositions basées sur la race, la religion ou l'apparence d'une personne. Les actions de mademoiselle Kowalski n'étaient pas seulement une insulte personnelle à mon égard, elles étaient une atteinte à chaque citoyen qui nous fait confiance pour assurer sa sécurité. Elle constituait une menace directe pour l'intégrité de notre système national d'aviation. Elle détailla les conclusions de l'audit, la pourriture systémique que son équipe avait découverte et les mesures prises pour y remédier. Elle parlait avec passion et précision, chaque mot étayé par une montagne de faits indéniables. Elle n'était plus simplement une enquêteuse, elle était une réformatrice, une force de changement. Après l'audience, alors qu'elle rangeait sa serviette, une jeune aide parlementaire afro-américaine l'aborda, les yeux brillants d'admiration. « Reed, dit-elle, la voix pleine d'émotion, merci de ne pas avoir reculé, pour ce que vous avez fait. » Ebony offrit un petit sourire sincère. Elle pensa à l'humiliation à la porte, à la froide fureur qui l'avait remplie et aux longs mois épuisants qui avaient suivi. « Je n'ai fait que mon travail, » répondit-elle en sortant dans la lumière du soleil de décès. Elle ressentit un profond sentiment de satisfaction lasse. Le karma qui avait frappé Brenda, Frank et Assander n'était pas mystique ou magique, il était méthodique, procédural, la simple et puissante conséquence d'un système finalement forcé à tenir les corrompus pour responsables. C'était le résultat bien mérité d'une femme refusant d'être invisible et, ce faisant, s'assurant que la pourriture hideuse qu'elle avait exposée serait enfin portée à la lumière. L'histoire d'Ebony Reed et de Brenda, l'agent de porte, est un puissant rappel que les batailles les plus significatives ne sont souvent pas livrées dans les salles de guerre, mais dans les espaces quotidiens où les préjugés sont autorisés à se développer. Elle montre comment le courage d'une seule personne peut déclencher une avalanche de responsabilisation, exposant la pourriture systémique qui se cache derrière un logo d'entreprise et un badge en plastique. Le karma qui a frappé Brenda et ses complices n'était pas seulement satisfaisant, c'était un nettoyage nécessaire, une correction de cap douloureuse mais vitale.
Cela prouve que l'ignorance et la haine, lorsqu'elles sont confrontées à l'intégrité et au professionnalisme implacable, finissent toujours par s'effondrer. Si cette histoire a trouvé un écho en vous et que vous croyez au pouvoir de tenir les gens responsables, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et pour plus d'histoires vraies de karma dramatique et de triomphes inspirants, assurez-vous de vous abonner à la chaîne.